Les chars allemands Panzer ont marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale par leur puissance, leur variété et leur évolution. Les Panzer, qui signifie blindés en allemand, étaient en effet les principaux instruments de la Blitzkrieg, la stratégie offensive allemande basée sur la rapidité et la surprise. Ils étaient regroupés au sein de grandes unités mobiles, les Panzerdivisionen, qui formaient le fer de lance des armées du Reich. Les Panzers ont affronté les blindés alliés sur tous les fronts, de l'Europe à l'Afrique, en passant par la Russie. Ils ont connu des succès éclatants comme la percée de Sedan en 1940 ou la bataille de Koursk en 1943, mais aussi des revers cuisants comme la défaite d'El Alamein en 1942 ou l'encerclement de Stalingrad en 1943. Les Panzers ont évolué au cours de la guerre, passant de modèles légers et moyens comme le Panzer I, le Panzer II, le Panzer III ou bien même le Panzer IV, à des modèles lourds et surpuissants comme le Panther, le Tiger ou le Tiger II. Les Allemands ont également développé des chars spécialisés comme les Flakpanzer, les Flammpanzer ou les Jagdpanzer, destinés à des missions particulières. Ils ont aussi conçu des projets de chars super lourds comme le Maus ou le E-100 qui n'ont jamais vu le jour. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les caractéristiques, les performances, les forces et les faiblesses de ces chars allemands Panzer qui ont marqué les esprits par leur redoutable efficacité. Nous allons aussi voir comment ils ont été utilisés sur le terrain, quelles ont été leurs tactiques, leurs stratégies, leurs victoires et leurs défaites. Nous allons enfin nous intéresser à leur impact sur le cours de la guerre et à leur héritage dans l'histoire militaire. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti pour un voyage au cœur des Panzers, les chars allemands de la Seconde Guerre mondiale. Bon visionnage. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, l'armée allemande ne dispose pas de chars d'assaut, contrairement à ses adversaires britanniques et français, qui commencent à expérimenter ce nouveau matériel dès 1915. Les Allemands se concentrent plutôt sur le développement des armes anti-chars, comme les canons, les mines ou bien les lance-flammes, et ce, afin de contrer la menace des engins blindés alliés. Et pour cause, le haut commandement allemand ne perçoit pas l'intérêt stratégique des chars, qu'il considère comme des engins lourds, lents et vulnérables, incapables de percer le front. Il préfère miser sur l'infanterie, l'artillerie et l'aviation, qui lui semblent plus adaptés à la guerre de mouvement qu'il espère relancer. Il néglige également l'aspect psychologique des chars, qui peuvent semer la panique et le désordre dans les rangs ennemis. L'industrie allemande, de son côté, n'est pas en mesure de produire des chars en grande quantité en raison du manque de matières premières, de la pénurie de main-d'œuvre et des bombardements alliés. Elle doit également faire face à la concurrence des autres secteurs de l'armement qui réclament des priorités. Elle ne dispose pas non plus de modèles performants capables de rivaliser avec les chars britanniques Mark ou les chars français Renault FT. Ce n'est finalement qu'en 1917, après avoir subi les assauts des chars alliés lors de la bataille de la Somme, que les Allemands commencent à s'intéresser sérieusement à la question des chars. Ils se lancent alors dans la conception et la fabrication de leurs propres engins blindés en s'inspirant des modèles capturés ou bien en les adaptant à leurs besoins. Le premier char allemand est le A7V, mis au point par la société Krupp. Il s'agit d'un véhicule de 30 tonnes, armé de 6 mitrailleuses et d'un canon de 57 mm, pouvant transporter 18 personnes. Il est cependant peu maniable, peu confortable et surtout peu fiable. Il n'est donc produit qu'à 20 exemplaires qui sont engagés pour la première fois lors de la bataille de Villers-Bretonneux le 24 avril 1918. Ce jour-là, le char allemand Nix affronte le char britannique Fimmel, dans ce qui est considéré comme le premier duel de chars de l'histoire. Les Allemands développent également d'autres modèles de chars, comme le LK1, le LK2, le K-Wagen ou le Sturmpanzerwagen Oberschlesien, mais aucun d'entre eux n'entre en service avant la fin de la guerre. Ils se contentent donc de réutiliser les chars alliés capturés qu'ils modifient et repeignent aux couleurs allemandes. Ils disposent ainsi de 170 chars britanniques et de 200 chars français qu'ils regroupent au sein de bataillons spéciaux appelés Beiterpanzer. Au total, l'armée allemande ne dispose que de 390 chars à la fin de la guerre, contre plus de 6000 pour les Alliés. Elle n'a pas su exploiter le potentiel de cette nouvelle arme, qui aurait pu lui donner un avantage décisif sur le champ de bataille. Elle a aussi perdu l'occasion de prendre l'initiative et de renverser le cours de la guerre. L'introduction des premiers chars dans l'armée allemande est donc un exemple de retard technologique et stratégique qui a coûté cher aux Allemands lors de la Première Guerre mondiale, mais qui va aussi leur servir de leçon pour l'avenir en les poussant à innover et à se perfectionner dans le domaine des blindés.
Après la guerre, les Allemands tirent les leçons de leur retard technologique et stratégique et se lancent dans une réflexion approfondie sur l'emploi des chars. Ils sont influencés en cela par les théories du général britannique John Frederick Charles Fuller et du colonel français Charles de Gaulle qui préconise l'utilisation des chars en masse, en coordination avec l'aviation pour réaliser des percées rapides et profondes dans les lignes ennemies. Ils mettent en pratique ces idées lors de la Seconde Guerre mondiale en développant la doctrine de la Blitzkrieg ou guerre éclair qui repose sur la mobilité, la vitesse et la surprise. Les Panzers sont en effet le fer de lance de l'offensive allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont regroupés au sein de puissantes unités mobiles, les Panzerdivisionen, qui comptent environ 200 chars chacune. Les Panzers se déclinent ainsi en plusieurs modèles qui évoluent au cours du conflit en fonction des besoins et des adversaires. Le Panzer I est de ce fait le premier char produit par l'Allemagne dans les années 1930 dans le cadre de son réarmement. Il est conçu pour l'entraînement des équipages et n'est pas destiné au combat. Il est cependant engagé sur plusieurs fronts, notamment en Espagne, en Pologne, en France et en URSS. Il est armé de 2 mitrailleuses et a un blindage très faible. Il est cependant vite dépassé par les chars alliés et est retiré du service en 1941. Le Panzer II est quant à lui une version améliorée du Panzer I qui dispose d'un canon de 20 mm et d'un blindage renforcé. Il est utilisé comme char de reconnaissance et d'appui-feu, mais il reste vulnérable face aux canons anti-chars et aux chars moyens et lourds, raison pour laquelle il est progressivement remplacé par le Panzer III et le Panzer IV, mais reste tout de même en service jusqu'à la fin de la guerre, notamment dans des versions modifiées comme le Marder II ou bien le Wespe. Le Panzer III est en revanche le premier char conçu spécifiquement pour le combat contre d'autres chars. Il est équipé d'un canon de 37 mm, puis de 50 et d'un blindage de 30 à 70 mm. Il est le char standard de l'armée allemande jusqu'en 1942 où il est surpassé par les chars soviétiques T-34 et KV-1. Il est alors reconverti en char d'appui à l'infanterie avec un canon de 75 mm à faible vélocité ou en chasseur de chars avec un canon de 75 mm à haute vélocité. Le Panzer IV est quant à lui le char le plus produit et le plus utilisé par l'armée allemande pendant la guerre. Il est initialement conçu comme un char d'appui à l'infanterie avec un canon de 75 mm à faible vélocité et un blindage de 30 à 50 mm. Il est cependant constamment amélioré pour faire face aux chars alliés avec un canon de 75 mm à haute vélocité et un blindage de 80 à 120 mm. Il est le char polyvalent par excellence, capable de remplir toutes les missions du soutien à l'infanterie, à la lutte anti-char. Il est également la base de nombreux véhicules dérivés comme le Jagdpanzer IV, un chasseur de chars, le Hummel, un obusier automoteur, ou bien le Wirbelwind, un canon anti-aérien automoteur. Le Panzer V, également plus connu sous le nom de Panther, est aussi simplement le char le plus performant de l'armée allemande. Il est conçu en réponse au T-34 soviétique, dont il s'inspire pour son blindage incliné et sa mobilité. Il est équipé d'un puissant canon de 75 mm à longue portée et d'un blindage de 80 à 120 mm. Il combine la puissance de feu, la protection et la vitesse. En revanche, il souffre de problèmes de fiabilité et de coûts de production. Il est engagé pour la première fois lors de la bataille de Koursk en 1943 et il s'illustre sur tous les fronts jusqu'à la fin de la guerre. Le Panzer VI, plus connu sous le nom de Tigre, est le char le plus redouté de l'armée allemande. Il est conçu comme un char lourd capable de détruire n'importe quel char ennemi à grande distance. Il est équipé d'un redoutable canon de 88 mm, le même que le canon anti-char et anti-aérien Flak 36, et d'un blindage de 100 à 150 mm. Il est cependant très lourd, près de 57 tonnes, ce qui limite sa mobilité et sa maniabilité, et il est de plus très coûteux à produire et à entretenir. Il est engagé pour la première fois lors de la bataille de Tunisie en 1942, et il se distingue notamment lors de la bataille de Normandie en 1944. Le Panzer VI, Haus B, plus connu sous le nom de Tigre II ou de Königstiger, Tigre royal en allemand, est le char le plus puissant de l'armée allemande. Il est conçu comme une version améliorée du Tigre I avec un blindage incliné inspiré du Panther et un canon de 88 mm encore plus long. Il est équipé d'un blindage de 150 à 180 mm, ce qui le rend quasiment invulnérable aux tirs ennemis, sauf à très courte portée ou par le flanc. Il est cependant encore plus lourd que le Tigre I, près de 68 tonnes, ce qui réduit encore plus sa mobilité et sa fiabilité, et encore plus coûteux à produire et à maintenir. Il est engagé pour la première fois lors de la bataille de Normandie en 1944, et il est utilisé jusqu'à la fin de la guerre,
malgré les pénuries de carburant et de pièces détachées. Enfin, le Panzer VIII, plus connu sous le nom de Maus, la souris en allemand, est le char le plus lourd jamais construit. Il est conçu comme un char super lourd capable de résister à toutes les armes anti-chars et de franchir tous les obstacles. Il est équipé d'un énorme canon de 128 mm, le plus gros jamais monté sur un char, et d'un blindage de 200 à 244 mm. Il pèse 188 tonnes, ce qui le rend extrêmement lent, 20 km au maximum, et difficile à transporter. Il n'est jamais entré en service, et seuls 2 prototypes ont été construits, dont un seul a été achevé. Il a été capturé par les soviétiques lors de la prise de Berlin en 1945, et il est actuellement exposé au musée des blindés de Koubinka en Russie. Le blindage incliné est un concept qui consiste à orienter les plaques de blindage d'un véhicule blindé de manière à augmenter leur résistance aux tirs ennemis. En effet, un projectile frappant une plaque sous un angle différent de la perpendiculaire doit traverser une plus grande épaisseur de blindage, ce qui réduit sa capacité de pénétration. De plus, un blindage incliné peut dévier, déformer ou faire ricocher le projectile, ce qui diminue encore plus ses chances de percer le blindage. Le premier char à utiliser le blindage incliné de manière efficace est le T-34 soviétique apparu en 1940. Ce char, considéré comme l'un des meilleurs de la Seconde Guerre mondiale, combine un blindage de 45 à 60 mm incliné à 60 degrés sur la caisse et à 30 degrés sur la tourelle, avec un canon de 76,2 mm et une grande mobilité. Il surprend les Allemands lors de l'invasion de l'URSS en 1941, qui se rendent compte que leurs chars, comme le Panzer III ou le Panzer IV, sont incapables de le détruire à distance. Les Allemands, impressionnés par le T-34, décident alors de s'inspirer de son design pour concevoir leur propre char avec un blindage incliné. Ils mettent donc au point le Panzer V, plus connu sous le nom de Panther, et le Panzer VI, Haus B, plus connu sous le nom de Tigre II ou de Königstiger, Tigre Royal. Le Panther reprend aussi le blindage incliné et la mobilité de son homologue russe. Il se retrouve également équipé d'un puissant canon de 75 mm à longue portée et d'un blindage de 80 à 120 mm. Il combine dès lors la puissance de feu, la protection et la vitesse, mais il souffre en contrepartie de problèmes de fiabilité et de coûts de production. Quoi qu'il en soit, le Panther est engagé pour la première fois lors de la bataille de Koursk en 1943 et il s'illustre sur tous les fronts jusqu'à la fin de la guerre. Il est généralement considéré comme le meilleur char d'assaut produit pendant la Seconde Guerre mondiale, avec son blindage incliné et son canon principal de 75 mm à longue portée. Le Tigre II est quant à lui conçu comme une version améliorée avec un blindage incliné inspiré du Panther et un canon de 88 mm encore plus long. Il est équipé d'un blindage de 150 à 180 mm, ce qui le rend quasiment invulnérable aux tirs ennemis, sauf à très courte portée ou par le flanc. Il est cependant encore plus lourd que le Tigre I, 68 tonnes, ce qui réduit encore plus sa mobilité et sa fiabilité, et encore plus coûteux à produire et à maintenir. Ce qui n'empêche pas le Tigre II d'être considéré comme sans doute le char le plus redouté de l'armée allemande, capable de détruire n'importe quel char ennemi à grande distance. L'introduction du blindage incliné sur les chars Panzer allemands est au final un exemple d'adaptation technologique et stratégique qui a permis aux Allemands de faire face aux chars alliés, notamment soviétiques. Le blindage incliné a en effet augmenté la résistance et la protection des chars allemands, tout en conservant leur puissance de feu. Le Panther et le Tigre II sont en ce sens les symboles de cette innovation. La Seconde Guerre mondiale a été marquée par une course à l'armement entre les belligérants qui ont cherché à développer des technologies de pointe pour prendre l'avantage sur le champ de bataille. Parmi ces technologies, les chars d'assaut ont joué un rôle crucial, notamment pour les forces allemandes qui ont misé sur la mobilité, la puissance de feu et la coordination de leurs panzers. Ces chars ont été utilisés et produits par des ingénieurs allemands qui ont fait preuve d'innovation et d'adaptation face aux contraintes de la guerre. Une production de chars Panzer qui a commencé dès l'entre-deux-guerres, et ce, en violation du traité de Versailles, qui interdisait à l'Allemagne de posséder des armements modernes. La République de Weimar avait en effet réussi à contourner cette interdiction en développant des prototypes de chars sous couvert de projets agricoles ou industriels, en coopération avec l'Union soviétique. Ces prototypes ont donc servi de base aux premiers modèles de Panzer qui ont été mis en service à partir de 1934. Les ingénieurs allemands
ont alors bénéficié du soutien du régime nazi qui a lancé un vaste programme de réarmement et de modernisation de l'armée, et ce par le biais de plusieurs entreprises et centres de recherche tels que Krupp, Daimler-Benz, MAN, Porsche, Henschel ou encore le centre d'essai Kummersdorf. Cependant, les ingénieurs allemands ont été confrontés à des défis techniques, logistiques et stratégiques qui les ont poussés à innover et à améliorer constamment leur conception. Parmi les innovations qu'ils ont apportées, on peut citer l'adoption d'un blindage incliné qui augmentait la résistance des chars aux impacts des projectiles ennemis en réduisant la surface exposée et en déviant les obus. Cette innovation a été inspirée, comme dit précédemment, par les chars soviétiques T-34 qui ont surpris les Allemands par leur efficacité lors de l'invasion de l'Union soviétique en 1941 et conduisant alors à adapter le blindage incliné sur les modèles de Panzer IV, Panther et Tigre. Autre innovation, le développement de suspensions à barre de torsion qui permettait aux chars de franchir des obstacles et des terrains accidentés sans perdre de vitesse ni de stabilité. Cette innovation a été introduite par le concepteur Ferdinand Porsche, qui a proposé un prototype de char lourd doté de cette suspension, le VK 4501P, qui a été rejeté au profit du modèle concurrent de Henschel, le VK 4501H, qui deviendra le Tigre 1. Cependant, la suspension à barre de torsion de Porsche sera reprise sur les modèles ultérieurs de Panther et de Tigre 2. Également citons l'utilisation de moteurs diesel, qui offraient une meilleure autonomie, une plus grande fiabilité et une moindre inflammabilité que les moteurs à essence. Cette innovation a été mise en œuvre sur les chars lourds Tigre 1 et Tigre 2, ainsi que sur les chasseurs de chars Jagd Panther et Jagd Tiger. Enfin, dernière innovation technologique, la création de systèmes de communication radio qui permettaient aux chars de coordonner leur action et de recevoir des ordres de la part du commandement. Cette innovation a donné aux Panzers un avantage tactique sur leurs adversaires, qui disposaient souvent de moyens de communication moins performants, voire inexistants. Les chars allemands étaient donc équipés de radios à ondes courtes qui offraient une portée suffisante et une bonne qualité de transmission. Les radios étaient également reliées à des interphones qui permettaient aux membres de l'équipage de communiquer entre eux à l'intérieur du char. La production des chars Panzer a atteint son apogée en 1944 avec plus de 19 000 unités produites cette année-là. Cependant, la production a été entravée par les bombardements alliés qui ont visé les usines et les infrastructures de transport, ainsi que par la pénurie de matières premières et de main-d'œuvre. La production a également souffert de la dispersion des efforts entre plusieurs modèles concurrents qui répondaient à des besoins différents et qui n'étaient pas toujours compatibles entre eux. Par exemple, le char Panther, conçu pour rivaliser avec le T-34 soviétique, était plus performant que le Panzer IV, mais aussi plus coûteux, plus complexe et plus sujet aux pannes. Le char Tiger, quant à lui, était redoutable par sa puissance de feu et son blindage, mais aussi très lourd, très gourmand en carburant et difficile à transporter. Le rôle des ingénieurs allemands dans les innovations techniques de la Seconde Guerre mondiale ne se limite bien évidemment pas aux chars Panzer. Ils ont également contribué à d'autres domaines tels que l'aviation, les missiles, les sous-marins, les radars ou encore les armes secrètes. Ces innovations ont souvent été le fruit d'une collaboration entre les ingénieurs, les scientifiques, les militaires et les industriels qui ont formé un complexe militaro-industriel allemand. Ce complexe a bénéficié du soutien du régime nazi qui a encouragé la recherche et le développement militaire, mais aussi de l'exploitation du travail forcé qui a permis de maintenir la production à un niveau élevé au prix de nombreuses souffrances et de morts. Les ingénieurs allemands ont ainsi joué un rôle majeur dans les innovations techniques de la Seconde Guerre mondiale qui ont eu des conséquences importantes sur le déroulement et l'issue de la guerre, mais aussi sur l'histoire de la technologie et de la science après-guerre. En effet, les ingénieurs allemands ont été l'objet d'une chasse au talent de la part des Alliés qui ont cherché à s'approprier leur savoir et leurs compétences. Plusieurs centaines d'ingénieurs allemands ont en effet été recrutés et transférés en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Union soviétique, où ils ont participé à la reconstruction et au développement de l'industrie et de la recherche de ces pays. Certains d'entre eux ont même joué un rôle clé dans la conquête spatiale, comme Werner von Braun, le père des fusées V2, qui deviendra le directeur du programme spatial américain. D'autres ont contribué à la coopération franco-allemande, qui se développera après la guerre, notamment dans le domaine de l'armement. Les ingénieurs allemands ont ainsi laissé une empreinte durable dans l'histoire de la technologie et de la science du XXe siècle.
La Seconde Guerre mondiale a vu s'affronter les plus grandes puissances mondiales dans une lutte sans merci. Parmi les armes utilisées, les chars d'assaut ont joué un rôle majeur, notamment sur le front de l'Est, où les Allemands et les Soviétiques se sont livrés des batailles titanesques. Les tankistes allemands, formés à la doctrine de la Blitzkrieg, ont fait preuve d'un grand courage et d'une grande habileté, remportant de nombreux succès contre un ennemi souvent supérieur en nombre et en matériel. Certains d'entre eux sont devenus des as, c'est-à-dire des pilotes ayant détruit plus de 5 chars ennemis, voire des centaines pour les plus célèbres. Parmi ces as, 3 noms se détachent, Michael Wittmann, Otto Carius et Kurt Nispel. Ces 3 officiers ont en effet commandé des chars Tigre les plus puissants et les plus redoutés de l'époque. Ils ont accumulé les victoires et les décorations tout en restant modestes et respectueux de leurs adversaires. Leur destin a cependant été tragique. Wittmann et Nispel ont tous deux perdu la vie, respectivement en 1944 et 1945, Carius étant blessé en Lituanie à la fin de la guerre. Michael Wittmann est né le 22 avril 1914 à Vogeltan, en Bavière. Il s'engage dans la Waffen-SS en 1934 et participe à la campagne de Pologne, puis à celle des Balkans. Il combat ensuite sur le front de l'Est, où il se distingue lors de la bataille de Koursk en 1943, en détruisant 27 chars soviétiques avec son Tigre. Il est alors promu au grade de Hauptsturmführer et reçoit la croix de chevalier de la Croix de Fer avec feuille de chêne et glaive, la plus haute distinction militaire allemande. En 1944, il est transféré en Normandie, où il va réaliser son exploit le plus célèbre. En effet, le 13 juin, il attaque à la tête de sa compagnie de Tigre une colonne de la 7e division blindée britannique qui tente de contourner Caen. En quelques minutes, il détruit 13 chars, 2 canons anti-chars et une quinzaine de véhicules, semant la panique chez les Britanniques. Cette action, connue sous le nom de bataille de Villers-Bocage, lui vaut une renommée internationale et la reconnaissance d'Hitler qui lui téléphone personnellement pour le féliciter. Wittmann ne survit cependant pas longtemps à cet exploit. Le 8 août, lors de l'opération Totalis, il est tué dans son Tigre par un obus tiré par un char canadien ou britannique selon les sources. Son corps est retrouvé calciné dans l'épave de son char, portant le numéro 007. Il est enterré au cimetière militaire allemand de la Cambe, dans le Calvados. À noter qu'il est crédité de 138 à 161 victoires selon les sources. Autre tankiste allemand célèbre, Otto Carius. Ce dernier naît le 27 mai 1922 à Zweibrücken, en Rhénanie-Palatinat, et s'engage dans l'armée en 1940, où il suit une formation de tankiste. Il est affecté peu après au Panzer Régiment 21, qui combat en Russie. C'est là qu'il se fait remarquer par son courage et son talent, et devient chef de char. Il est blessé à plusieurs reprises, mais retourne toujours au combat. En 1943, il est sélectionné pour rejoindre une unité de Tigre, la Schwerpanzer Abteilung 502, qui opère près de Leningrad. Il y prend le commandement de la 2e compagnie et se forge une réputation d'as. Il reçoit la croix de chevalier de la Croix de Fer en janvier 1944, après avoir détruit 17 chars soviétiques en une seule journée. En juillet 1944, il est envoyé en Lituanie, où il va vivre sa bataille la plus difficile. Le 22 juillet, il défend le village de Malinava avec 6 tigres contre une attaque massive de l'armée rouge. Il résiste pendant plusieurs heures, infligeant de lourdes pertes aux soviétiques, mais perd 4 de ses chars. Il parvient à s'échapper avec son tigre, malgré une blessure à la tête, ce qui lui vaut d'être décoré de la croix de chevalier de la Croix de Fer avec feuille de chêne, la 2e plus haute distinction militaire allemande. En 1945, il est nommé à la tête d'une compagnie de Jagdtiger, des chasseurs de chars surpuissants, mais qui arrivent trop tard pour changer le cours de la guerre. Il combat en Allemagne, puis se rend aux Américains le 7 mai, avant d'être finalement libéré. A noter qu'Otto Carius est crédité de 150 à 200 victoires selon les sources. Enfin, dernier tankiste allemand à s'être illustré pendant la guerre, et peut-être l'un des plus célèbres, Kurt Nispel. Né en 1921 dans la région des Sudètes, il devient apprenti dans l'industrie automobile avant d'être incorporé dans l'armée allemande en 1940. Il est alors formé comme tankiste et se fait vite remarquer par son talent de tireur. Il détruit son premier char lors de l'invasion de l'URSS en 1941 et il enchaîne les victoires au cours des différentes campagnes. Il sert successivement sur un Panzer IV, un Tigre I, un Panther et un Tigre II. À signaler qu'il est crédité de 168 chars détruits, ce qui fait de lui le meilleur as de la guerre, devant le célèbre Michael Wittmann, voire même le meilleur tankiste de toute la Seconde Guerre mondiale, et sans doute de l'histoire. Nispel est cependant un personnage atypique, qui se distingue par son apparence négligée, sa barbe hirsute, ses cheveux longs, et son mépris pour la discipline. Il refuse de saluer les officiers, de porter l'uniforme réglementaire et de se raser. Il est surnommé le pirate des blindés par ses camarades. Il est aussi connu
pour sa générosité envers les prisonniers de guerre et les civils, qu'il traite avec respect et humanité. Il partage en effet régulièrement sa nourriture et son eau avec eux, et les protège des exactions des SS. Une attitude qui causera de nombreux incidents, comme celui de la gare de Cracovie, où il prend la défense d'un prisonnier soviétique battu à mort par un garde SS, giflant le bourreau et le mettant à mal devant tout le monde. Il ne recevra que des remontrances, mais sa carrière dans l'armée allemande sera dès lors brisée. Et il ne recevra jamais de décoration à la taille de ses exploits, ce qui lui vaudra le nom de chevalier sans croix. Nispel meurt le 28 avril 1945, lors de la bataille de Trebon en Tchécoslovaquie. Son char, un Tigre II, est touché par un obus soviétique qui provoque un incendie. Nispel et son équipage tentent de s'échapper, mais ils sont mitraillés par les soldats ennemis. Nispel est le dernier à sortir du char et il est mortellement blessé à la tête. Il est enterré dans une fosse commune, sans aucune marque distinctive. Kurt Nispel est un exemple de tankiste allemand qui a marqué l'histoire par son courage, son habileté et son sens de l'honneur. Il est considéré comme une légende parmi les amateurs de blindés, bien que la gloire et les récompenses ne l'intéressaient nullement, déclarant même à un officier qui voulait le promouvoir à la croix de fer de chevalier que ce ne sont pas les médailles qui font les soldats. Nispel a toujours gardé le même état d'esprit sur le champ de bataille, où de nombreux témoignages racontent que son palmarès serait même plus important que celui homologué, car il aurait en effet attribué de nombreuses victoires à d'autres, alors qu'il aurait très bien pu les revendiquer. Les Charpanzer avaient un équipage de 5 hommes, le commandant, le tireur, le chargeur, le conducteur et l'opérateur radiomécanicien. Chacun avait un rôle précis et indispensable au bon fonctionnement du char. Le commandant était le chef du char. Il était responsable de la tactique, de la communication et de la coordination avec les autres chars. Il observait le terrain et les cibles à travers une coupole rotative équipée de plusieurs épiscopes. Il donnait les ordres aux tireurs et aux conducteurs par des signaux vocaux ou manuels. Il pouvait aussi utiliser une mitrailleuse anti-aérienne montée sur la tourelle. Le tireur était le responsable du canon principal. Il visait et tirait sur les cibles désignées par le commandant à l'aide d'un viseur optique. Il devait connaître les caractéristiques des différents types de munitions et choisir la plus adaptée en fonction de la distance et du blindage de l'ennemi. Il devait aussi régler la hausse et l'azimut du canon en tenant compte de la vitesse et de l'angle du char. Le chargeur était le responsable des munitions, il approvisionnait le canon en obus qu'il prenait dans les caisses situées dans la tourelle ou dans la caisse. Il devait être rapide et habile car la cadence de tir du char dépendait de lui. Il devait aussi veiller à la sécurité des munitions et éviter les risques d'incendie ou d'explosion. Le conducteur était le responsable de la conduite du char, il pilotait le char à l'aide d'un volant et de 2 leviers qui actionnaient les chenilles. Il devait suivre les instructions du commandant et adapter sa vitesse et sa direction en fonction du terrain et de la situation. Il devait aussi surveiller les instruments du tableau de bord et signaler tout problème mécanique. L'opérateur radiomécanicien était quant à lui le responsable de la communication et de la maintenance du char. Il se trouvait dans la caisse, à côté du conducteur. Il utilisait une radio pour transmettre et recevoir les messages du commandant avec les autres chars ou le poste de commandement. Il servait aussi de mitrailleur en utilisant une mitrailleuse coaxiale montée sous la caisse. Il devait aussi effectuer les réparations de base du char en cas de panne ou d'avarie. A noter que les tankistes allemands étaient recrutés parmi les volontaires de l'armée ou de la Waffen-SS. Ils devaient avoir une bonne condition physique, une bonne vue, une bonne audition. Ils devaient suivre une formation théorique et pratique qui durait 6 à 12 mois selon le type de char et le poste occupé. La formation théorique comprenait des cours sur la mécanique, le tir, la tactique, la communication, le camouflage, la reconnaissance ou bien le secourisme. La formation pratique consistait en des exercices de conduite, de tir, de coordination, de navigation, de franchissement ou bien de réparation. La formation des tankistes allemands était donc réputée pour être exigeante et rigoureuse, visant à former des soldats professionnels et disciplinés. Elle était aussi adaptée aux besoins du terrain, tenant compte des évolutions techniques et stratégiques. Les tankistes allemands bénéficiaient également de l'expérience des vétérans qui leur transmettaient leurs conseils et leurs astuces. Ils étaient en ce sens considérés comme l'élite de l'armée allemande et bénéficiaient d'un prestige et d'un respect particulier. Ils étaient aussi soumis à une forte pression et devaient faire face à des conditions de combat difficiles, face à un ennemi souvent supérieur en nombre et en matériel. Ils devaient aussi supporter les contraintes de la vie à bord d'un char qui était étroit, bruyant, chaud, sale et parfois dangereux. Ils devaient aussi faire preuve de courage, de sang-froid, de solidarité et de loyauté pour survivre et accomplir leur mission. Les tankistes allemands
ont ainsi marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale par leurs exploits, leurs innovations, leurs sacrifices, mais aussi leurs crimes. Ils ont donc laissé un héritage controversé, mais qui suscite malgré tout encore aujourd'hui l'admiration et la fascination. La Blitzkrieg ou guerre éclair est une doctrine militaire allemande basée sur la rapidité, la surprise et la concentration des forces. Elle repose sur l'utilisation combinée de l'aviation, de l'artillerie et des chars d'assaut appelés Panzer pour percer le front ennemi et le désorganiser. Cette stratégie a été mise en œuvre avec succès par l'Allemagne nazie lors de ses campagnes en Pologne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Norvège, au Danemark, dans les Balkans ou bien en Union soviétique entre 1939 et 1941. L'idée d'une guerre mobile n'est cependant pas nouvelle. Elle a été théorisée par des penseurs militaires comme le général français Étienne, le colonel de Gaulle, le général britannique Fuller ou bien le général italien Douai dans l'entre-deux-guerres. Ces auteurs soulignent le rôle décisif des chars d'assaut et de l'aviation dans la guerre moderne et préconisent de les regrouper en unités autonomes et coordonnées capables de frapper l'ennemi en profondeur. Cependant, ces idées ne sont pas mises en pratique par les états-majors des pays démocratiques qui restent attachés à la doctrine de la guerre de position et de l'infanterie. Seul le général allemand Guderian, inspiré par les écrits de Fuller, va développer et expérimenter la doctrine de la Blitzkrieg avec le soutien d'Hitler, qui voit dans les Panzers l'arme de la revanche allemande. Une arme rapide, maniable et bien meurtrière, capable de percer les lignes ennemies et de soutenir l'infanterie. Les principaux modèles sont le Panzer I, le Panzer II, le Panzer III et le Panzer IV, qui apparaissent entre 1934 et 1937. Ces chars sont regroupés en divisions blindées, les Panzerdivisionen, qui comptent environ 200 ou 300 chars chacune, ainsi que des unités d'infanterie motorisée, d'artillerie et de reconnaissance. La première application de la Blitzkrieg a eu lieu lors de l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. Les Panzers, appuyés par l'aviation, percent le front polonais et avancent rapidement vers Varsovie, en encerclant et en détruisant les forces polonaises. La Pologne est vaincue en moins d'un mois. La même tactique est employée lors de la campagne de France en mai-juin 1940. Les Panzers commandés par Guderian, Rommel et Kleist traversent les Ardennes, franchissent la Meuse à Sedan et foncent vers la Manche en coupant les armées alliées en deux. Les Français, les Britanniques et les Belges sont pris au dépourvu et ne peuvent opposer une résistance efficace. La France capitule le 22 juin 1940. La Blitzkrieg se révèle également redoutable lors de l'attaque de l'Union soviétique le 22 juin 1941. Les Panzers, répartis en 3 groupes d'armées, avancent rapidement vers Moscou, Leningrad et Kiev, en infligeant de lourdes pertes à l'armée rouge. Cependant, la résistance soviétique, le climat, la distance et le manque de ravitaillement vont finir par ralentir et arrêter l'offensive allemande qui échoue devant Moscou en décembre 1941. La Blitzkrieg et les Panzers ont donc permis à l'Allemagne de remporter des victoires éclatantes au début de la guerre, mais ils ont aussi montré leur faiblesse. En effet, cette stratégie repose sur plusieurs conditions. Tout d'abord, la supériorité aérienne, qui permet de protéger les Panzers et de harceler l'ennemi. La surprise ensuite, qui permet de prendre l'initiative et de désorienter l'adversaire. Également, la concentration des forces, qui permet de créer un point de rupture et d'exploiter la percée, mais aussi la coordination, qui permet de synchroniser les actions des Panzers, de l'infanterie, de l'artillerie et de l'aviation. Et enfin, le ravitaillement qui permet de maintenir le rythme et la mobilité des Panzers. Or, ces conditions ne sont pas toujours réunies et les ennemis de l'Allemagne vont apprendre à s'adapter et à riposter. Ainsi, les Britanniques vont développer le radar qui leur permet de contrer la Luftwaffe lors de la bataille d'Angleterre en 1940. Les Soviétiques vont renforcer leur défense anti-chars, leur aviation et leur production de chars qui vont surpasser les Panzers en nombre et en qualité, notamment avec le célèbre T-34. Les Américains, quant à eux, vont débarquer en Afrique du Nord, en Sicile, en Italie et en Normandie, en apportant leur supériorité industrielle et logistique. Face à ces adversaires de plus en plus puissants et nombreux, les Panzers vont perdre de leur efficacité et de leur suprématie. Ils vont être confrontés à des situations défavorables, comme le désert, la montagne, la forêt, la ville, la boue ou bien la neige, qui vont réduire leur mobilité et leur visibilité. Ils vont aussi être victimes de leur propre succès, en s'aventurant trop loin et trop vite, sans soutien ni protection, et en s'exposant aux contre-attaques ennemies. Ils vont enfin être insuffisants en nombre et en qualité face à la production massive de chars alliés, plus simples et plus fiables. L'Allemagne va alors tenter de compenser ses faiblesses en développant des Panzers plus lourds et plus puissants,
comme le Tigre II et le Panther, qui vont impressionner par leur blindage et leurs canons, mais qui vont aussi souffrir de leur complexité et de leur coût, de leur rareté et de leur vulnérabilité. Au final, ces monstres d'acier ne pourront pas inverser le cours de la guerre qui se terminera par la défaite de l'Allemagne en mai 1945. La Blitzkrieg et les Panzers ont ainsi été des éléments clés de la stratégie militaire allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont permis à l'Allemagne de remporter des victoires rapides et spectaculaires en exploitant la surprise, la rapidité et la concentration des forces. Ils ont aussi révolutionné l'art de la guerre en mettant en avant le rôle des chars d'assaut et de l'aviation et en combinant les armes dans une approche globale et intégrée. Cependant, la Blitzkrieg et les Panzers ont aussi rencontré des limites qui ont réduit leur efficacité et leur supériorité. Ils ont en effet été confrontés à des adversaires de plus en plus résistants et adaptés, à des terrains et à des climats variés et difficiles, à des problèmes de coordination et de ravitaillement et à une infériorité numérique et industrielle. Ils ont aussi été victimes de leur propre succès en s'exposant à des risques et à des erreurs et en négligeant d'autres aspects de la guerre comme la politique, la diplomatie, l'économie ou la morale. Les chars Panzer ont ainsi joué un rôle majeur dans la Blitzkrieg, la tactique de guerre éclair basée sur le choc et la rapidité. Ils ont dominé les champs de bataille européens au début de la Seconde Guerre mondiale, mais ils ont également rencontré des adversaires redoutables qui ont mis à mal leur supériorité. Parmi ces rivaux, on peut citer les chars Sherman et T-34, qui ont contribué à la victoire des Alliés contre le Reich. Les chars Sherman sont en effet les principaux chars moyens américains utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été produits en masse, plus de 50 000 exemplaires, et ont été déployés sur tous les fronts, du Pacifique à l'Europe. Ils ont été nommés en hommage au général William T. Sherman, un héros de la guerre de sécession. Ils étaient polyvalents, fiables et faciles à entretenir. Ils étaient de plus équipés d'un canon de 75 mm, puis de 76 mm, capable de détruire la plupart des blindés ennemis. Ils étaient aussi dotés d'une bonne mobilité et d'une bonne communication grâce à la radio, et très souvent soutenus par des chars plus lourds, comme les Pershing, ou bien même par l'aviation. Les chars Sherman ont affronté les Panzers sur plusieurs théâtres d'opération, notamment en Afrique du Nord, en Italie, en France et en Allemagne. Ils ont remporté des succès comme à El Alamein ou à la bataille des Ardennes. Mais ils ont aussi subi de lourdes pertes, notamment face aux redoutables Tigre et Panther qui les surpassaient en blindage et en puissance de feu. Raison pour laquelle les Sherman ont été surnommés Ransons par les Allemands, en référence aux briquets qui s'enflammaient facilement à cause de leur tendance à prendre feu lorsqu'ils étaient touchés. Les chars T-34 sont quant à eux les principaux chars moyens soviétiques utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été conçus à partir de 1937 et ont été produits en masse, plus de 80 000 exemplaires, malgré les difficultés de l'industrie soviétique. Ils ont été nommés, d'après leur poids, environ 34 tonnes. Les chars T-34 étaient, il faut bien l'avouer, révolutionnaires pour l'époque, puisqu'ils étaient équipés d'un canon de 76 mm, puis de 85 mm, capable de percer le blindage de la plupart des Panzers. Ils avaient également un blindage incliné qui augmentait la résistance aux impacts, ce qui ne les empêchait pas d'avoir une excellente mobilité grâce à leur suspension à ressort et à leur moteur diesel qui leur donnait une bonne autonomie et une bonne performance en terrain boueux ou enneigé. Les chars T-34 ont été la principale arme de l'armée rouge contre les Panzers. Ils ont été engagés sur le front de l'Est, où ils ont infligé de lourdes pertes aux Allemands, notamment à la bataille de Moscou, à la bataille de Stalingrad ou à la bataille de Koursk. Ils ont été surnommés le cauchemar gris par les Allemands, qui les craignaient et les respectaient. Au final, les T-34 ont été considérés comme sans doute les meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale par de nombreux experts. Un titre honorifique qui a largement été démontré lors de la bataille de Koursk, qui reste tout simplement la plus grande bataille de chars de l'histoire. Une bataille qui a opposé, du 5 juillet au 23 août 1943, les forces allemandes aux forces soviétiques dans la région de Koursk, en Russie, et qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Citadelle, le dernier plan d'offensive d'Hitler sur le front de l'Est. L'objectif des Allemands était en effet de percer le saillant de Koursk, une avancée du front soviétique, et d'encercler les troupes ennemies. Pour cela, ils ont mobilisé près de 800 000 hommes, 2900 chars et 1800 avions. Parmi les chars, on trouvait bien évidemment les fameux Tigres et Panthères, les plus puissants de l'époque. Les Soviétiques, qui avaient anticipé l'attaque grâce à leurs services de renseignement, avaient préparé une défense en profondeur, avec 8 lignes successives de fortifications, de mines d'artillerie et de chars. Ils avaient rassemblé près de 1 900 000 hommes, 5 000 chars et 3 600 avions. Parmi les chars, on trouvait les redoutables T-34, qui formaient l'ossature de l'armée blindée soviétique. La bataille de Koursk
a été marquée par des combats acharnés et sanglants qui ont duré près de 2 mois. Les Allemands ont réussi à avancer de quelques kilomètres, mais ils ont été stoppés par la résistance soviétique qui a lancé plusieurs contre-attaques. Les pertes ont été énormes des deux côtés, mais plus importantes pour les Allemands, qui ont perdu plus de 50 000 hommes, 1200 chars et 650 avions. La bataille de Koursk a été une victoire stratégique pour les Soviétiques, qui ont repoussé définitivement la menace allemande et ont repris l'initiative sur le front de l'Est. Elle a marqué la supériorité des chars soviétiques sur les Panzers et a annoncé la libération progressive de l'Europe de l'Est par l'armée rouge. Les tactiques anti-chars de la Seconde Guerre mondiale ont joué un rôle crucial dans les batailles terrestres, où les chars étaient souvent les maîtres du champ de bataille. Les armées ont développé des stratégies sophistiquées pour contrer ces puissantes machines, tant sur le plan offensif que défensif. Dès le début de la guerre, les forces alliées de l'Axe ont compris l'importance de neutraliser les chars ennemis. Les mines anti-chars étaient largement utilisées, placées sur les routes et les chemins probables des chars pour les immobiliser ou les détruire. Ces mines étaient souvent camouflées pour surprendre l'ennemi. Les obstacles et fortifications jouaient également un rôle clé. Des tranchées, des barbelés et des hérissons tchèques, des structures métalliques en forme de croix, étaient disposés pour ralentir ou détourner les chars. Ces obstacles permettaient aux défenseurs de concentrer leurs tirs sur les véhicules immobilisés. Les canons anti-chars étaient souvent placés dans des positions bien camouflées, comme des haies, des bâtiments en ruine ou des bunkers. Ces positions permettaient aux artilleurs de tirer sur les chars ennemis à courte distance, augmentant ainsi les chances de pénétrer leur blindage. La coordination avec l'infanterie était essentielle, les soldats protégeant les canons anti-chars des attaques d'infanterie ennemie. Sur le plan offensif, les forces allemandes ont perfectionné la tactique du Schwerpunkt, qui consistait à concentrer leurs chars en un point précis pour percer les lignes ennemies et avancer rapidement en profondeur. Cette stratégie a été utilisée avec succès lors des premières campagnes de la guerre, notamment en Pologne ou en France. Les attaques de flanc étaient une autre tactique couramment utilisée. Les chars tentaient de contourner les positions ennemies pour frapper les flancs et l'arrière, où le blindage était généralement plus faible. Cette approche nécessitait une grande mobilité et une coordination précise entre les unités. L'artillerie jouait également un rôle crucial dans les offensives anti-chars. En effet, avant une attaque de chars, l'artillerie bombardait les positions ennemies pour affaiblir leur défense et créer des brèches dans lesquelles les chars pouvaient s'engouffrer. Cette combinaison de feux d'artillerie et d'assauts blindés était redoutablement efficace. Enfin, la coordination avec l'aviation était essentielle. Les avions d'attaque au sol, comme les Stuka allemands, étaient utilisés pour détruire les chars ennemis avant qu'ils n'atteignent les lignes amies. Ces avions étaient équipés de canons et de bombes spécialement conçus pour percer le blindage des chars. En conclusion, les tactiques anti-chars de la Seconde Guerre mondiale étaient variées et sophistiquées, reflétant l'importance cruciale des chars dans les batailles terrestres. Les armées ont continuellement adapté leur stratégie pour répondre aux défis posés par ces puissantes machines, utilisant une combinaison de mines, d'obstacles, de canons anti-chars, d'artillerie et d'aviation pour neutraliser la menace des chars ennemis. La Seconde Guerre mondiale a été le théâtre de nombreux affrontements blindés qui ont mis en évidence la supériorité des chars allemands, les fameux Panzers, sur leurs adversaires. Ces engins dotés d'un blindage épais, d'un canon puissant et d'une bonne mobilité ont infligé de lourdes pertes aux Alliés, notamment lors de la bataille de France en 1940, de l'opération Barbarossa en 1941 ou de la bataille des Ardennes en 1944. Face à cette menace, les Américains, les Britanniques et les Soviétiques ont dû adapter leurs propres chars en les améliorant ou en créant de nouveaux, inspirés des modèles allemands. Les États-Unis en sont un bon exemple. Ils ont commencé la guerre avec des chars légers et moyens, comme le M3 Stuart et le M4 Sherman, qui étaient rapides et bien armés, mais qui souffraient d'un blindage insuffisant face aux Panzers. Pour y remédier, les Américains ont renforcé le blindage de leurs chars en ajoutant des plaques supplémentaires ou en modifiant la forme de la tourelle. Ils ont aussi augmenté la puissance de feu de leurs canons, en passant du calibre 75 mm au calibre 76 mm, puis au calibre 90 mm. Enfin, ils ont développé de nouveaux chars plus lourds et plus performants, comme le M26 Pershing, qui était directement inspiré du Panther allemand. Ce char, qui pesait 41 tonnes, avait un blindage de 102 mm à l'avant et un canon de 90 mm capable de percer le blindage des Panzers à plus de 1000 mètres. Il n'a cependant été mis en service qu'en 1945, trop tard pour avoir un impact décisif sur le cours de la guerre,
mais il a servi tout de même de base pour les chars américains de l'après-guerre, comme le M46 ou le M47 Patton. De son côté, le Royaume-Uni a également souffert de l'infériorité de ses chars face aux Panzer, notamment lors de la campagne d'Afrique du Nord, où les chars allemands comme le Panzer III ou le Panzer IV dominaient les chars britanniques comme le Crusader ou le Matilda. Pour faire face, les Britanniques ont adopté deux stratégies. D'une part, ils ont reçu des chars américains comme le M4 Sherman ou le M3 Grant, qu'ils ont modifiés à leur convenance en changeant le canon ou le moteur. D'autre part, ils ont conçu leurs propres chars en s'inspirant des caractéristiques des Panzer. Ainsi, ils ont créé le Cromwell, un char rapide et maniable, équipé d'un canon de 75 mm qui était comparable au Panzer IV. Le Comet également, un char plus lourd doté d'un canon de 77 mm qui pouvait rivaliser avec le Panther. Et enfin, le Centurion, un char universel qui combinait un blindage épais, un canon de 84 mm et une bonne mobilité qui était supérieure au Tiger. Le Centurion, qui est entré en service en 1945, est considéré comme l'un des meilleurs chars de la guerre et il a été utilisé par de nombreux pays jusqu'aux années 1990. Enfin, évoquons l'Union soviétique qui a été le pays qui a le plus souffert de l'invasion allemande et qui a le plus utilisé de chars pendant la guerre. Au début du conflit, les soviétiques disposaient de nombreux chars comme le T-26 ou le BT-7 qui étaient obsolètes et vulnérables aux Panzer. Ils avaient aussi quelques chars plus modernes comme le T-34 ou le NKV-1 qui étaient supérieurs aux Panzer mais qui étaient produits en quantité insuffisante. Face à la pression allemande, les soviétiques ont donc dû accélérer leur production de chars en simplifiant leur conception et en améliorant leur qualité. Ils ont aussi développé de nouveaux modèles en s'inspirant des Panzer mais en les adaptant à leurs besoins et à leurs conditions. Ainsi, ils ont créé le T-34-85, une version améliorée du T-34 qui avait un canon de 85 mm capable de détruire les Panzer à moyenne distance, mais aussi le IS-2, un char lourd qui avait un blindage de 120 mm et un canon de 122 mm qui pouvait percer le blindage des Panzer à courte distance. Et enfin, le T-54, un char moyen qui avait un blindage incliné et un canon de 100 mm qui était supérieur au Panther. A noter que le T-54, qui est entré en service en 1945, est devenu le char le plus produit au monde avec plus de 100 000 exemplaires et a été utilisé par de nombreux pays jusqu'à nos jours. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale a été une période de forte innovation dans le domaine des chars qui ont joué un rôle crucial dans l'issue du conflit. Les Panzer allemands ont été les premiers à imposer leur suprématie grâce à leur conception avancée et à leur tactique efficace. Mais les Alliés ont su réagir en améliorant leurs propres chars et en créant de nouveaux, inspirés des Panzer, mais adaptés à leurs besoins. Ce qui fait qu'au final, les chars américains, britanniques et soviétiques ont fini par surpasser les Panzer et ont contribué à la victoire finale contre le nazisme. La Seconde Guerre mondiale a été marquée par de nombreuses batailles blindées qui ont opposé les chars des différentes nations engagées dans le conflit. Ces affrontements ont été le théâtre de faits d'armes, de coups de chance, de drames ou d'exploits qui ont parfois dépassé la fiction. Voici donc quelques exemples d'histoires insolites, drôles, émouvantes ou dramatiques de tankistes durant la Seconde Guerre mondiale. Arrêtons-nous un instant sur une certaine Maria Oktyabrskaya, qui est la seule femme à avoir servi comme tankiste dans l'armée soviétique. Elle était l'épouse d'un officier de char qui a été tué en 1941. Pour venger sa mort, elle a vendu tous ses biens et a fait don de 50 000 roubles à l'État en demandant en échange de pouvoir conduire un char. Elle a ainsi été acceptée dans la 26e brigade de chars de la garde et a reçu un char T-34 qu'elle a baptisé le combattant de la revanche. Elle a par la suite participé à la bataille de Smolensk en septembre 1943 et a détruit 3 chars allemands. Elle a été blessée lors de cette bataille, mais elle a repris le combat après sa convalescence, avant d'être tuée le 17 janvier 1944 lors de la bataille de Vitebsk en tentant de réparer son char touché par un obus. Elle a été décorée à titre posthume de l'ordre de Lénine et du titre de héros de l'Union soviétique. Autre anecdote, celle du B-1 bis, qui était non seulement un char lourd français, mais également l'un des plus puissants de son époque. Il avait un blindage de 60 mm, un canon de 75 mm dans la caisse et un canon de 47 mm dans la tourelle. Il était cependant lent et peu maniable et souffrait d'un défaut de communication entre les membres de l'équipage. Il a été utilisé lors de la bataille de France en mai-juin 1940 où il affrontait les chars allemands Panzer III et Panzer IV. C'est là que s'est illustré le B-1 bis du capitaine Pierre Bilotte qui appartenait au 41e bataillon de chars de combat.
En effet, le 16 mai 1940, lors de la bataille de Stonne, ce char a attaqué une colonne allemande composée de 13 chars, 2 canons anti-chars et un camion. Il a ainsi détruit 2 Panzer IV, 11 Panzer III, sans subir le moindre dommage, et ce malgré le fait qu'il ait reçu 140 impacts d'obus, qui n'ont cependant pas réussi à percer son blindage. Il a ainsi permis à son bataillon de reprendre le village de Stonne, qui était un point stratégique, un exploit qui lui a valu le surnom de l'Invincible par ses camarades. Autre exemple d'acte héroïque de la part d'un tank, celui d'un M4 Sherman, qui était le char moyen américain le plus répandu pendant la guerre. Un tank facile à produire, à transporter, à entretenir, mais qui était pourtant inférieur au Panzer allemand en termes de blindage et de puissance de feu. Il a été utilisé par les forces alliées sur tous les fronts, y compris par la France libre, qui en a reçu plus de 500 exemplaires. C'est ainsi que l'un de ces chars, baptisé Romilly, appartenait à la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, une unité de la 2e division blindée française, commandée par le général Leclerc. Ce char, piloté par le lieutenant Raymond Drone, a été le premier à entrer dans Paris le 24 août 1944 pour participer à sa libération. Pour cela, il a franchi la porte d'Orléans, puis a traversé la ville sous les acclamations de la foule jusqu'à l'hôtel de ville où il a rejoint les résistants qui combattaient les Allemands. Il a ensuite participé au combat pour sécuriser les principaux points stratégiques de la capitale, comme la préfecture de police, le ministère de la Marine ou la gare Montparnasse. Il a ainsi contribué à la victoire des forces françaises qui ont reçu la reddition des Allemands le lendemain, le 25 août 1944. Autre exemple de Sherman, le M4A38, qui était en fait une version améliorée du M4 Sherman, répondant au nom de Easy 8, ou E8 par les Américains, qui a été utilisé lors de la bataille des Ardennes entre décembre 1944 et janvier 1945. Lors de cette bataille, le sergent Belton Cooper, un mécanicien de la 3e division blindée américaine, a été témoin d'un exploit incroyable réalisé par le char E8. Le 7 janvier 1945, lors de l'attaque du village de la Glaise, en Belgique, un char E8 commandé par le lieutenant Charles Bogus a été confronté à un pont détruit par les Allemands qui empêchait son passage. Au lieu de faire demi-tour, le lieutenant Bogus a décidé de tenter le tout pour le tout et il a accéléré vers le pont en espérant que son élan lui permettrait de franchir l'obstacle. À la surprise générale, le char a réussi à sauter le pont en volant sur une distance de 6 mètres et il a atterri de l'autre côté sans dommage. Il a ensuite poursuivi sa route en détruisant plusieurs canons anti-chars allemands et il a été le premier char américain à atteindre le centre du village. Ces quelques exemples montrent bien que la Seconde Guerre mondiale a été riche en histoires de tankistes qui ont vécu des situations extraordinaires, parfois tragiques, parfois héroïques, parfois cocasses. Ces hommes, qu'ils soient allemands, britanniques, soviétiques ou français, ont marqué l'histoire de la guerre blindée et ont ainsi contribué à façonner le destin du monde. La Seconde Guerre mondiale a été le conflit le plus meurtrier de l'histoire, qui a impliqué plus de 60 pays et fait plus de 50 millions de morts. Elle a aussi été, comme on l'a vu, le théâtre de nombreuses batailles blindées qui ont opposé les chars des différentes nations engagées dans la guerre. Ces engins, qui ont joué un rôle crucial dans l'issue du conflit, sont aujourd'hui conservés dans des musées qui les présentent au public comme des témoins du passé. Ces musées, qui existent dans plusieurs pays, ont pour objectif de préserver le patrimoine historique et militaire, de rendre hommage aux combattants et aux victimes, et de sensibiliser les visiteurs aux enjeux de la paix et de la mémoire. Citons ainsi le musée des blindés de Saumur, situé dans le Maine-et-Loire en France, qui est tout simplement le plus grand musée de chars au monde. Il a été créé en 1977 par le colonel Aubry, qui a rassemblé les chars de l'école d'application de l'armée blindée cavalerie. Le musée compte aujourd'hui 880 engins, dont plus de 200 en état de marche, qui retracent l'histoire du blindé de 1917 à nos jours. Le musée présente des chars de tous les pays, comme le Renault FT français, le Panzer IV allemand, le T-34 soviétique, le Sherman américain ou bien le Centurion britannique. Il expose aussi des pièces rares comme le Springer, un petit char chenillé allemand dont il ne reste que 2 exemplaires dans le monde, ou bien le Merkava, un char israélien moderne. Le musée organise régulièrement des animations comme le Carrousel de Saumur qui met en scène des chars en mouvement ou des expositions temporaires qui abordent des thèmes variés comme les femmes dans l'armée ou encore les chars dans le cinéma. Évoquons également le MM Park, situé dans le Bas-Rhin, en France, qui est un musée qui propose une approche ludique et interactive de la Seconde Guerre mondiale. Il a été ouvert en 2017 par Eric Kaufmann, un passionné de chars qui a collectionné plus de 120 véhicules militaires, dont des chars, des transports de troupes, des canons ou des motos. Le musée présente ces engins dans un grand hall où le visiteur peut les admirer de près
et même monté à bord de certains. Le musée propose aussi des salles thématiques qui exposent des uniformes, des armes, des objets du quotidien ou bien des maquettes qui illustrent les différents aspects de la guerre. Le musée dispose également d'une base marine qui abrite une vedette militaire américaine et d'un avion Messerschmitt qui est suspendu au plafond. Il offre enfin des activités ludiques comme des simulateurs de vol ou bien un stand de tir. Enfin, parlons du Churchill War Rooms, situé à Londres, qui est un musée qui reconstitue le quartier général souterrain de Winston Churchill, le Premier ministre britannique, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'un ensemble de salles situées sous le ministère de la Défense qui servait de centre de commandement et de communication et qui était protégé des bombardements allemands. Le musée permet de découvrir les lieux où Churchill et son cabinet prenaient les décisions stratégiques, comme le cabinet War Room, où se tenaient les réunions secrètes, ou la Map Room, où étaient affichées les cartes et les informations militaires. Le musée présente aussi les conditions de vie du personnel qui travaillait dans ces salles, comme les opérateurs téléphoniques, les secrétaires ou bien les messagers. Un musée dédié à la vie et à l'œuvre de Churchill, qui expose des objets personnels, des documents, des photos ou des enregistrements qui retracent son parcours de sa naissance à sa mort. Tous ces musées de la Seconde Guerre mondiale sont autant de lieux de mémoire qui conservent et valorisent le patrimoine historique et militaire de cette période. Ils permettent aux visiteurs de découvrir les engins blindés qui ont marqué l'histoire de la guerre, mais aussi les hommes et les femmes qui les ont utilisés, combattus ou subis, et contribuent ainsi à transmettre le souvenir et les leçons de la guerre et à promouvoir les valeurs de paix et de démocratie. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.